gouvernement malien fait des efforts pour réduire le train de vie de l'État. Résultat, plus de 100 milliards de francs CFA ont été économisés. L'information a été donnée aujourd'hui par le Premier ministre lors de la réunion mensuelle avec le secteur privé. La commission de rédaction de l'avant-projet de la Charte nationale pour la paix et la réconciliation poursuit ses échanges avec les différentes couches de la société. Les membres de la commission ont eu plusieurs séances aujourd'hui avec les légitimités traditionnelles et religieuses, les jeunes et les femmes, ainsi que des personnes vivant avec un handicap. Il s'agissait de partager le contenu de l'avant-projet et de recueillir les suggestions. Condoléances de la nation aux victimes de la tragédie survenue dans la localité de Kéniéba. Une délégation ministérielle est arrivée ce lundi à Kéniéba où est survenu samedi l'effondrement d'un site d'exploitation qui a fait 41 victimes, dont 40 femmes. La délégation a rencontré les représentants des 3 villages endeuillés pour leur présenter les condoléances de la nation et les exhorter à respecter les normes dans la recherche minière. Dans la chronique santé, nous vous parlerons des maladies considérées comme rares. Au Mali, quelques 2000 personnes sont soupçonnées d'avoir ces maladies. Notre équipe de reportage est allée à la rencontre de 3 jeunes qui souffrent de ces pathologies. Et toutes nos excuses pour ce léger retard. Ravi de vous retrouver pour cette tranche d'information. Bonsoir. Le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, a reçu ce matin à Koulouba une délégation du Haut Conseil des Berabiches de Taoudéni. Les Berabiches reconnaissent les efforts consentis par le gouvernement pour la réconciliation et la paix durable au Mali. La délégation est venue réitérer son soutien indéfectible aux autorités de la transition. Voyons cette audience avec Garibou Pérou et Abou Kone. Artisans de paix et de cohésion sociale arrivent les Berabiches à Koulouba. Face au président Goïta, toujours à l'écoute, les hôtes du jour réaffirment leur désir de contribuer à la stabilité et au développement du pays. Les membres de la communauté des Berabiches s'activent avec sérénité pour que les armes se taisent et que les mots prennent le relais. Et c'est d'ailleurs avec volontariat ils s'engagent à soutenir toute initiative visant à promouvoir l'unité et la réconciliation nationale. On a rencontré le président, c'est pour le souhaiter les meilleurs vœux de la nouvelle année et échanger sur la région de Taoudani. C'est promouvoir la paix et l'unité nationale et rassurer le président du soutien de la communauté Berabiche à la transition et à la paix dans la région de Taoudani en particulier et dans tout le Mali en général. Mais comme vous le savez, la communauté de Berabiche a toujours œuvré pour la cohésion sociale et nous avons toujours était au premier rang avec le ministre de la Réconciliation. Comme vous l'avez suivi tout récemment à Taoudéni, nous sommes toujours pour la paix et la réconciliation et nous œuvrons même au-delà de Taoudéni dans ce qui va ramener la quiétude au Mali. Après des années de silence et de méfiance, la chance est donnée au dialogue pour écrire une nouvelle page de notre histoire. Avant de prendre congé, la délégation a invité ses frères égarés à déposer les armes et de rejoindre cette dynamique de paix en faveur d'un Mali souverain et réconcilié. Bamako abrite depuis cet après-midi la 65e conférence annuelle du Collège ouest africain des chirurgiens. Le thème retenu est cancer dans les pays à ressources limitées, l'évolution des soins et de la recherche. 500 communications scientifiques sont prévues dans 14 spécialités. La rencontre dont la cérémonie d'ouverture était présidée par le Premier ministre est placée sous le patronage du président de la transition. Nous vous proposons un extrait du discours du Premier ministre, des propos recueillis par Mamari Kone. Je voudrais tout d'abord souhaiter au nom de son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, la chaleureuse bienvenue à toutes les délégations en terre africaine du Mali. Le Mali, à travers Bamako, sa capitale, est en effet une terre d'hospitalité et de solidarité. J'adresse mes vifs remerciements à l'ensemble des acteurs du secteur de la santé pour le choix porté sur le Mali d'abriter la 65e conférence du Collège ouest-africain des chirurgiens, une tribune de spécialistes pour l'amélioration des soins de santé en Afrique. Mesdames et messieurs,
le thème de la 65e conférence annuelle, je cite, « Cancer dans les pays à ressources limitées, l'évolution des soins et de la recherche », fin de citation, cadre bien avec la vision du président de la transition, chef de l'État, de doter le Mali d'un système de santé performant. En effet, parmi les 8 domaines de la lettre de cadrage que son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, a adressé au gouvernement pour servir d'assise et de boussole, figure en bonne place l'amélioration de la couverture sanitaire et le développement d'un système de solidarité nationale. Le gouvernement du Mali vient également d'organiser les États généraux de la santé afin de renforcer les orientations stratégiques en vue de la transformation positive du système de santé. Pour élever les défis actuels de notre système de santé, dont la qualité et l'organisation des services de santé occupent une bonne place, le gouvernement prévoit l'amélioration de la performance du système de santé pour une rééducation significative des taux de morbidité et de mortalité maternelle et infantile, la restauration de la confiance des usagers en leur système de santé et enfin l'accessibilité de la population aux soins de santé de qualité et à moindre coût. Les activités de la 65e conférence témoignent de la détermination du Collège des chirurgiens africains à promouvoir l'excellence et l'innovation dans le domaine chirurgical. Pour de meilleurs soins de qualité, il s'agit de la campagne de chirurgie gratuite pour plus de 500 personnes, des ateliers de formation thématiques, des conférences et symposiums scientifiques portant sur le cancer, et enfin de la chirurgie de guerre et de la chirurgie d'urgence. Au-delà de l'aspect scientifique, le Mali est honoré d'accueillir 1500 participants de plusieurs nationalités. Plus de 500 communications scientifiques seront ainsi prononcées dans 14 spécialités chirurgicales. Monsieur le Président du Collège ouest-africain des chirurgiens, le Mali est aussi honoré par votre choix de décerner à son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, la décoration de la 65e conférence. C'est une décoration amplement méritée au regard de son engagement personnel en faveur de la santé et surtout au regard de sa vision et de son leadership. Et nous vous proposons un reportage complet sur cet événement dans nos prochaines éditions. Nous vous l'annoncions tantôt, le gouvernement fait des efforts pour réduire le train de vie de l'État. Résultat, plus de 100 milliards de francs CFA ont été économisés. L'information a été donnée aujourd'hui par le Premier ministre, le général Abdoulaye Maïga, lors de la réunion mensuelle avec le secteur privé. On en sait plus avec Mamadi Koné et Aliou Touré. Lors de cette troisième réunion mensuelle de concertation entre le Premier ministre et le secteur privé, les débats ont porté sur 4 points. Il s'agit de l'examen et l'adoption du compte rendu de la réunion du 13 janvier, l'état de mise en œuvre des recommandations de la dernière réunion, l'état de mise en œuvre du plan d'action pour la satisfaction des besoins fondamentaux de la population et enfin la présentation des résultats des travaux de la commission technique sur les réformes structurelles. Des différents exposés, l'on retient que les 14 mesures du plan d'action pour la satisfaction des besoins fondamentaux de la population sont en train d'être mises en œuvre à un bon rythme. En ce qui concerne les réformes structurelles, 12 propositions sont faites par les faits tiers. Le présent cadre de concertation a pour objectif de nouer un partenariat fécond entre les secteurs publics et privés en vue de la prise en charge effective des préoccupations de chaque partie dans le cadre du processus de développement économique et social de notre pays. Votre présence en grand nombre depuis la mise en place du présent cadre témoigne de l'intérêt que vous accordez à la nouvelle dynamique créée entre le secteur public et le secteur privé pour examiner les préoccupations fondamentales des populations et d'y apporter des solutions appropriées. Le Premier ministre a rappelé que les autorités de la transition ne sont jamais dans l'immobilisme et ne vont jamais se soustraire aux sacrifices en cours. Déjà, l'État a considérablement réduit son train de vie. En effet, depuis plusieurs mois, sous le leadership éclairé du président de la transition, chef de l'État, son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, le gouvernement de la transition a fait de la réduction des dépenses publiques son cheval de bataille à travers les mesures suivantes. La rationalisation des missions des ministres et des cadres de l'administration à l'étranger, la rationalisation du parc automobile de l'État, la réduction des dépenses publiques de l'État, la réorientation des fonds de souveraineté vers des œuvres sociales.
Ainsi, la mise en œuvre de ces mesures a permis au gouvernement de transition de réaliser des économies de plusieurs dizaines de milliards de francs CFA. Déjà en fin 2024, selon les données issues de l'évaluation du PAG, la réduction du train de vie de l'État a permis d'économiser près de 101 milliards de francs CFA. Le chef du gouvernement a également invité le secteur privé à accompagner le gouvernement sur des sujets d'intérêt national. Tels que l'approvisionnement régulier du pays en hydrocarbures, vœux pieux et vœux chers au ministre de l'Énergie, en intrants agricoles et produits alimentaires, principalement à l'approche du mois de Ramadan, un mois de grande consommation. La libre circulation des personnes et des biens au sein de la Confédération des États du Sahel et entre les États de l'AES d'une part et les États de l'UEMOA et de la CEDEAO d'autre part. La mise en œuvre du fonds de soutien aux projets d'infrastructure de base et de développement social que le gouvernement vient de mettre en place. Le secteur privé a une fois de plus salué le Premier ministre pour avoir institué ce cadre d'échange qui devrait permettre de surmonter beaucoup de problèmes. Ravitaillement des marchés en denrées de première nécessité, industrialisation, recensement des difficultés, autant de projets abordés lors de la rencontre mensuelle entre le ministre de l'Industrie et du Commerce et les acteurs des secteurs privés à la CECIM. Un débat franc a permis au ministre Diallo de montrer l'importance de l'industrialisation pour notre pays. L'assurance a été donnée quant au bon ravitaillement des marchés pour le mois de Ramadan. Khadija Toukone et Tchedje Kamara. Veille du mois de Ramadan, le gouvernement et le secteur privé s'emploient à l'approvisionnement correct des marchés en denrées de première nécessité. Le sujet est au cœur de cette traditionnelle rencontre entre le ministre de l'Industrie et du Commerce et les acteurs de la Chambre de commerce et d'industrie du Mali. Cet engagement des deux parties vient renforcer les initiatives du président de la transition visant à soulager les Maliens durant tout le mois de Ramadan. Comment assurer l'approvisionnement du marché correct en denrées de première nécessité et sur l'ensemble du territoire national pendant tous les mois de carême et au-delà du mois de carême pour le reste de l'année. Et c'est une problématique qui est posée et pour laquelle nous avons travaillé à apporter des solutions. Alors nous avons pris un certain nombre de denrées de première nécessité comme le mil, le maïs, le sorgho, le blé, l'huile alimentaire, la viande, le sucre. Donc nous devrons tout faire pour assurer un meilleur approvisionnement de nos différents marchés en ce qui concerne ces produits stratégiques. Les mesures qui sont prises vont nous permettre d'assurer un approvisionnement correct du marché. Le gouvernement est fortement engagé à promouvoir l'industrialisation du pays. Autre sujet évoqué au cours de cette rencontre. Selon le ministre Diallo, l'industrialisation demeure le moyen le plus efficace pour créer plus d'emplois et améliorer les conditions de vie des populations. Le développement économique, durable, inclusif, participatif du Mali se fera avec l'industrie ou ne se fera pas. Industrialiser la base productive de notre économie, ce n'est pas une urgence, mais c'est une exigence. Si les opérateurs économiques maliens doivent participer au développement économique de notre pays, c'est par l'industrie. Le secteur privé apprécie les efforts consentis par les autorités de la transition avant de soumettre certaines doléances. Les uns et les autres sollicitent notamment l'accompagnement de l'État face à la crise énergétique ou encore à la concurrence déloyale. Il faut fédérer les capacités. Parce que c'était mon ministre. Le déloyal. Je voudrais quand même vous faire une suggestion. Parfois, quand on donne le prix des denrées de première nécessité, vous allez remarquer que Tombouctou, nous avons le prix le plus bas. Parfois, en annonçant à la télé, à la radio, ça nous pose des problèmes. C'est vrai, l'insécurité a beaucoup plaidé à ça. Mais à Tombouctou, là, vous n'êtes pas dans la normalité. Vous êtes une exception. Pour sa part, le président de la Chambre de commerce et d'industrie du Mali rassure que sa fêtière poursuivra son soutien aux autorités de la transition pour toute initiative allant dans le sens du développement. Nous nous engageons cette année aussi à mieux ravitailler le marché en denrées de première nécessité pour le mois de Ramadan. Quant à l'industrialisation, le ministre a parfaitement raison.
Le développement d'un pays passe par l'industrialisation. C'est un ministre visiblement rassuré et ambitieux qui a su convaincre les commerçants à aller vers l'industrialisation. Moussa Alassane Diallo avait d'ailleurs sous les mains 2 projets dans ce sens qu'il a partagé avec ses interlocuteurs afin d'aller encore plus vite vers l'objectif recherché. Et les rideaux sont tombés ce matin sur les travaux de la session de la 6e mandature du Conseil économique, social, environnemental et culturel au siège de l'institution à Koulouba. Parmi les résolutions figure l'arrêt immédiat sur toute l'étendue du territoire de l'exploitation de l'or par dragage, la traduction du code minier dans les langues nationales et la création des raffineries d'or au Mali. Le point avec Seydou Traoré et Djeli Makanjabati. Les travaux de la 7e session ordinaire du Conseil économique, social, environnemental et culturel referment ses portes par la formulation d'une batterie de propositions, de résolutions et de remerciements. En phase avec l'actualité, le secteur des mines a été passé au peigne fin dans sa globalité. L'idéal recherché est de faire briller l'or pour les Maliens avec une prise en compte du cadre de vie et de l'environnement. Les propositions prennent aussi en compte une diligence de la suspension de l'attribution des permis d'exploitation, tout comme le renouvellement des titres miniers, l'adoption d'une prime de découverte, la création des raffineries d'or, d'écoles de mines, sans oublier l'orpaillage artisanal qui est devenu un fléau avec son corollaire de morts et de blessés. Diligenter la mise en place de l'organe d'encadrement et de surveillance de l'exploitation minière artisanale conformément à l'article 68 du Code minier en vigueur. Créer suffisamment de couloirs d'orpaillage artisanal dans toutes les zones minières. Assurer l'approvisionnement du marché local en or. Ordonner l'arrêt immédiat sur toute l'étendue du territoire national de l'exploitation de l'or par le dragage. Sur la protection de l'environnement et la gestion durable des ressources. Mettre en place un mécanisme de contrôle strict pour assurer le respect des normes environnementales par les sociétés minières. Exiger la réhabilitation des sites après exploitation et encourager la recherche alternative écologique aux procédés d'extraction polluants. Renforcer la lutte contre l'exploitation minière artisanale illégale et ses conséquences environnementales et sanitaires. Les conseillers nationaux ont salué les efforts du gouvernement pour la promotion d'une gestion transparente et durable du secteur minier. Le chef du gouvernement, général de division Abdoulaye Maïga, n'a pas manqué de souligner les événements tragiques survenus dans les cercles de Kangaba et de Kéniéba. On se souvient que le 29 janvier, malheureusement, des femmes ont perdu la vie sur un site minier par noyade. On se rappelle également que le samedi 15 février, d'autres femmes ont perdu la vie, à peu près dans les mêmes circonstances, dans la région dans le cercle de Kéniéba. Ceci nous oblige évidemment à exécuter avec la plus grande rigueur l'instruction qui nous a été donnée par son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, chef de l'État, de traiter ce énième fait comme n'étant pas un fait divers. Quoique la situation est extrêmement grave et le gouvernement ne ménagera aucun effort pour exécuter cette instruction. À cette clôture, l'institution a remercié les experts des différents départements et les personnes de ressources pour leur contribution aux travaux. À travers la dizaine de sous-thèmes traités avec les éclairages avisés des experts des départements sectoriels concernés, nous avons cerné tous les contours de l'écosystème minier du Mali. L'exercice consistait à identifier, comme l'indiquent les thèmes, les difficultés majeures, les défis et dégager des pistes de solutions conformément à notre statut d'assemblée consultative. De la chaîne de valeur de l'exploitation minière en passant par le cadre institutionnel, les différentes implications sociales en termes de développement et particulièrement les aspects environnementaux qui demeurent la difficile équation à résoudre. Aucune dimension n'a été occultée.
Les conseillers nationaux ont aussi exprimé leurs remerciements au président du Conseil économique et social de la Grèce et au secrétaire général de l'Association internationale des conseils économiques et sociaux et institutions similaires qui étaient à l'ouverture des travaux pour soutenir le Mali dans sa marche pour la souveraineté. La commission de rédaction de l'avant-projet de la Charte nationale pour la paix et la réconciliation nationale face aux légitimités traditionnelles et religieuses. Objectif partagé, le contenu de l'avant-projet de la Charte afin d'intégrer des suggestions et contributions. Nyanya Alou Traoré et Abdoulaye Diarra. Élaboré suivant un processus participatif et inclusif, l'avant-projet de la Charte nationale pour la paix et la réconciliation nationale ne dévie pas de sa trajectoire, celle de mettre toujours en avant les avis, observations et apports de tous les acteurs. La rencontre de ce jour va dans ce sens, c'est-à-dire toujours se référer aux populations maliennes. Nous sommes conscients du rôle que chacune de vos organisations respectives jouent dans notre société. En un an, de février 2024 à février 2025, c'est la 3e fois que nous nous rencontrons ici dans cette salle. C'est d'abord le dialogue intermalien pour la paix et la réconciliation, puis l'avant-projet de charte nationale pour la paix et la réconciliation nationale. Pour la 3e fois donc, nous voici réunis pour échanger sur le projet de charte nationale pour la paix et la réconciliation nationale. 2 documents mis à l'appréciation des participants. Il s'agit de l'avant-projet proprement dit et de la synthèse des contributions qui y sont contenues. Nous aurons à cœur de recevoir vos nouvelles propositions, suggestions et observations dans les 72 heures à venir. La série de rencontres a débuté en ce 17 février avec les légitimités traditionnelles et religieuses. Dans les échanges, on retient notamment la préoccupation des chasseurs, les dosso du pays. Ils demandent plus d'attention et de collaboration avec les forces armées. Autre point soulevé, la réinsertion des anciens combattants dans l'armée régulière. La DDR que je vois DDRI qui pose problème parce que depuis le XIe siècle, on a fait les DDR lors de l'éclatement de l'Empire romain d'Occident. Et donc nous sommes en train de reproduire à chaque fois cette même chose. Quand il y a des gens prennent les armes, on les reconduit, on ouvre la porte, on les met dans l'armée. Ça pose problème. Et qui proposez-vous par rapport à ça ? Aujourd'hui qu'on a déjà commencé, on ne va peut-être pas revenir, mais il faut mettre fin. Deuxième point, pour ce qui va se passer cette année, les prochaines intégrations, nous, on pense que c'est d'instituer un concours. Il faut qu'on passe par le concours, parce que tous les Maliens passent par le concours pour rentrer dans la fonction publique. On a parlé surtout de la cohésion sociale et de la paix. Il faut qu'on s'assoie, qu'on cause, qu'on se donne des idées et qu'on échange et mettre nos points de vue ensemble. Mais il faut aller sur la base des anciennes données. Et dans les vestibules, les gens parlaient, on s'entendait. Avant, les choses se passaient dans les vestibules. Mais maintenant, on a éliminé tout ça, on va en justice. Bon, quand tu amènes quelqu'un en justice, jusqu'à la mort, vous n'allez pas vous entendre. Socialement, là, qu'on s'assoit, qu'on discute, on s'entraide, c'est la meilleure solution. Les consultations se poursuivront dans la semaine et concernent toutes les fêtières de la nation afin de sortir un document fiable et inclusif prenant en compte toutes les préoccupations des populations maliennes. Et nous allons ajouter que la commission rencontrera les institutions de la République, les organisations de femmes, de jeunes, les partis et regroupements politiques, les organisations socio-professionnelles, le patronat, les universités, les autorités administratives indépendantes et la presse. Et dans le même registre, la Commission nationale de rédaction du projet de charte pour la paix et la réconciliation a rencontré les associations de jeunes, de femmes, de personnes vivant
vivant avec un handicap et des structures intervenant dans la lutte contre la corruption. Cette démarche entre dans le cadre de ces consultations régulières avec les forces vives de la nation en vue de recueillir leurs suggestions et propositions. Le compte-rendu de Alousseni Touré. C'est dans le cadre de ces concertations avec les forces vives de la nation que la commission de rédaction du projet de charte pour la paix et la réconciliation a rencontré cet après-midi les représentants des associations des femmes, des jeunes, des personnes vivant avec un handicap et des organisations œuvrant au sein de structures de lutte contre la corruption. Le président de la commission a précisé le but de la rencontre. Nous avons à cœur de recevoir vos nouvelles propositions, contributions, suggestions et observations sous 72 heures, autant que peut se faire. Pour notre part, à la commission de rédaction du projet de charte nationale pour la paix et la réconciliation nationale, nous ne doutons pas un instant qu'avec les grandes qualités des hommes et des femmes en votre sein, vous saurez apporter une plus-value dans ce vaste chantier pour recoudre le tissu social. S'en sont suivis des échanges avec les participants. Ces derniers ont évoqué quelques préoccupations qui ont vite été prises en charge par les membres de la commission. Dire comment elle voit l'avenir sur les questions de paix, comment elle voit l'avenir sur les questions de réconciliation nationale et comment elle voudrait que les choses soient. Pour elle, quelles sont les insuffisances? Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Je pense qu'en renversant la question, on se donne beaucoup de charges, certes, mais on se donne aussi beaucoup d'opportunités pour donner les orientations les plus juste. La crise elle est multidimensionnelle. D'abord, il y a certainement une crise de confiance qui a perduré assez longtemps entre l'État et les citoyens. Il faut trouver une solution à ce problème-là. Tout part probablement de là. Et cela implique la prise en charge d'un certain nombre de problèmes de gouvernance qu'il faut régler. Et ensuite, il y a entre les segments de la population malienne elle-même, il y a certainement des crises aussi. Les plus dramatiques aujourd'hui, c'est les conflits intercommunautaires qui persistent dans certaines régions, dans la plupart des régions du Mali, mais en particulier dans le centre du pays, et qui opposent des Maliens aux Maliens. Au finish, rendez-vous a été donné aux représentants des structures rencontrées pour la remise des copies à eux distribuées avec des réponses aux questions et des commentaires et suggestions. Un groupe de 5 combattants du Front de libération de l'Azawad s'est rendu avec leurs armes au commandement de la région militaire numéro 5 de Tombouctou. Cette réédition intervient à la suite de l'appel des plus hautes autorités aux mouvements armés à déposer les armes pour le retour de la paix et d'un vivre ensemble harmonieux. Ces éléments du Front de libération de l'Azawad entendent s'inscrire désormais dans la démarche républicaine du Mali et contribuer au retour de la paix, de la sécurité et du développement. La deuxième édition de la Semaine des marques au Mali, c'est du 18 au 22 février 2025 à Bamako. L'événement est célébré autour du thème « Faire des marques locales un pilier du développement endogène ». La semaine sera marquée par plusieurs activités de sensibilisation autour des produits locaux. Pour plus de détails sur les enjeux de cette semaine, nous avons rencontré Bokoum Fatoumata Siragata Traoré, la directrice générale du Centre malien de promotion de la propriété industrielle CEMAPI. Elle est au micro de Batraoré. Cette deuxième édition, il faut le dire, c'est une manifestation économique qui vise à mettre en lumière les marques locales et surtout à les célébrer comme des acteurs de la résilience économique et également à montrer et disons à sensibiliser les opérateurs économiques sur l'importance de la protection de leurs marques. C'est une façon de les sensibiliser à sécuriser leur patrimoine, à sécuriser leurs investissements.
Parce que derrière une marque, c'est beaucoup d'investissements, c'est beaucoup d'emplois créés et c'est aussi beaucoup de revenus pour les entreprises. C'est une semaine qui est dédiée à faire connaître davantage les marques locales. Comme le dit le thème de cette édition, faire des marques locales un pilier du développement endogène. Et c'est dire que nous devons aujourd'hui mettre en avant le Made in Mali. Et le Made in Mali, ce sont les marques locales, ce sont elles qui portent aujourd'hui le développement économique. La semaine des marques, c'est des cérémonies d'ouverture et de clôture. Ce sont aussi des panels et des masterclass pour justement outiller les entreprises locales sur le concept de marque et l'utilisation stratégique de la marque pour assurer le développement de leurs entreprises. Au-delà de ça, c'est aussi une grande caravane de promotion des marques locales à travers la ville de Bamako, 2 jours durant, donc qui va permettre vraiment aux marques de se rapprocher davantage des consommateurs, de se faire connaître. Et la semaine sera clôturée bien évidemment par des remises de distinction aux meilleures marques dans différentes catégories. Et ce communiqué en rapport avec cet événement, le ministre de l'Industrie et du Commerce informe le public que la cérémonie d'ouverture de la 2e édition de la Semaine des marques, initialement prévue le mardi 18 février 2025 à 10h à l'hôtel Azalai de Bamako, est décalée à 15h. Mise en place terminée à 14h30. Le ministre s'est compté sur la bonne compréhension de tous. Politique, les travaux des journées d'échange initiées par le comité de plaidoyer et de suivi des réformes ont démarré ce matin à Bamako. Il s'agit pour le comité et le forum des partis et mouvements politiques de réfléchir sur la charte des partis politiques afin de faire des amendements et formuler des recommandations. Youssouf Diakité pour plus de détails. Ceci est une opportunité pour le comité de plaidoyer de suivi des réformes et le forum des partis et mouvements politiques d'engager la réflexion sur la relecture des textes relatifs à la charte des partis politiques. Les partis politiques, disent les participants, sont des acteurs incontournables dans l'animation de la vie publique, dans la mobilisation et la participation citoyenne aux élections. Notre motivation, c'est d'essayer de voir et d'inviter tous les partis politiques et mouvements politiques d'aller dans un sens inclusif pour une harmonisation des textes au Mali. La loi 05047 du 18 août 2005 portant charte des partis politiques détermine les conditions de création, de fonctionnement et de financement des partis politiques. Cet atelier de 2 jours, on va réfléchir sur tous les contenus, sur toute la loi, pour voir qu'est-ce qu'il faut changer à la loi, qu'est-ce qu'il faut retenir pour une meilleure appropriation des textes et pour la mise en œuvre définitive de cette charte des partis politiques. Les échanges porteront essentiellement sur les thématiques relatives aux partis politiques au Mali, défis et opportunités pour la consolidation de la démocratie, les acquis et les insuffisances. Nous avons des préoccupations à prendre en charge, surtout de sécuriser les hommes politiques. Sécuriser les hommes politiques, ça veut dire tout simplement que les responsables politiques doivent librement parler des problèmes de la nation malienne. Il faut parler sincèrement, objectivement. Je crois que nous allons trouver entre Maliens les solutions qu'il faut. Parce que quel que soit ce que nous allons dire, les partis politiques constituent la cheville ouvrière de la démocratie. Il faut faire avec les partis politiques des critères rigoureux devrait être quand même, en tout cas, mis sur la table pour que les partis puissent être jugés à l'aune. L'un des défis majeurs auxquels les partis politiques sont confrontés de nos jours, c'est bien la question du financement des partis politiques. Le financement, c'est une aide de l'État aux partis parce qu'il n'y a pas de démocratie sans parti politique. Il est évident que, comme toutes les autres institutions de la République, l'État doit apporter une aide. Quand on dit financement des partis politiques, on oublie que d'autres organisations de la société civile, organisations syndicales, bénéficient d'accompagnement de l'État. Donc, pour ceux qui concourent au pouvoir et ceux qui animent la vie des citoyens de tous les jours, quoi de plus beau que de maintenir le financement des partis politiques? Tous abondent dans le même sens que seuls les acteurs politiques sont capables de mobilisation sociale pour l'atteinte des objectifs démocratiques. Notre combat aujourd'hui, c'est dans ce sens-là, et pour que au moins la chose soit donnée aux partis politiques. Je m'explique par rapport à ces cas de figure.
Parce que dans la charte des partis politiques, c'est bel et bien dit que c'est les partis politiques qui doivent éduquer, qui doivent aussi chercher le pouvoir. À l'issue des travaux, les participants formuleront des recommandations allant dans le sens de l'harmonisation des idées pour le bon fonctionnement des partis politiques en République du Mali. Parler d'une seule voix, défendre la même vision et proposer des changements cohérents, c'est pour nous donner collectivement les moyens d'avoir un véritable impact sur l'avenir des partis politiques. Ainsi, vous devez harmoniser vos propositions afin de présenter un document unique à la prochaine conférence des présidents du forum pour validation. Les travaux qui sont ouverts par la présidente du comité de plaidoyer de suivi des réformes rassurent que la dynamique engagée par le comité se poursuivra pour l'atteinte des objectifs recherchés par l'ensemble des acteurs politiques. Notre mission, pendant ces 2 journées d'atelier, est de mener une analyse approfondie des forces et faiblesses des partis politiques, d'élaborer des propositions réalistes et adaptées pour la relecture de la charte, en tenant compte des recommandations issues des Assises nationales pour la refondation des ANR, de créer un cadre inclusif de dialogue entre les différents acteurs politiques afin de renforcer la crédibilité et l'efficacité du système partisan malien. Ces journées d'échange, faut-il le rappeler, regroupent plus d'une centaine de partis et mouvements politiques. Sur un autre plan, le point d'exécution des activités de 2024 et la proposition de celles de 2025 ont été faits vendredi aux administrateurs de l'Agence de l'environnement et du développement durable lors de la 15e session ordinaire du conseil d'administration de la structure. Ceux-ci ont à leur tour examiné et adopté les 10 documents. C'était dans les locaux de l'agence. Daouda Kone, reportage. À l'ouverture de cette 15e session ordinaire du conseil d'administration de l'Agence de l'environnement et du développement durable AEDD, le directeur général de la structure a rappelé que malgré le contexte économique complexe dans le monde, des activités ont été réalisées à hauteur de souhait. Le taux d'exécution technique des activités s'établit à 56,60%. Il y a eu le renforcement des capacités, il y a eu des actions de communication d'information telles que la tenue de la quinzaine de l'environnement. Et il y a eu aussi la mobilisation, en tout cas des ressources financières auprès des partenaires techniques et financiers. On peut aussi citer, n'est-ce pas, l'accréditation de la BNDA au Fonds vert pour le climat. Et tout ceci sont des activités qui étaient programmées et qui ont été réalisées. Des résultats obtenus grâce à la résilience du personnel. Une dynamique qui devra être maintenue et renforcée pour cette année 2025. Pour que cela soit, le budget de 2025 connaît une légère hausse. Il s'élève à plus de 3 milliards de francs CFA contre un peu moins de 2,5 milliards de francs CFA au titre de l'exercice 2024. Les priorités de l'agence au titre de l'année 2025 porteront sur la poursuite de la mobilisation des financements auprès des mécanismes internationaux et les partenaires techniques et financiers, l'élaboration de la 9e édition du rapport national sur l'état de l'environnement pour un suivi rigoureux des indicateurs environnementaux, l'organisation d'un forum international pour le financement des projets et programmes prioritaires de la CDN et révisés du Mali, le renforcement des capacités des acteurs nationaux pour une meilleure appropriation et mise en œuvre des ODD et de la CDN, l'accélération et le suivi du processus d'accréditation de l'AEDD au fonds d'adaptation permettant d'élargir les opportunités de financement pour les actions environnementales. L'Agence de l'environnement et du développement durable AEDD est un établissement public national à caractère administratif créé en 2010. Elle a comme mission d'assurer la coordination de la mise en œuvre de la politique nationale de protection de l'environnement. Et autre session, celle de la mairie du district de Bamako au titre de l'année 2025. Au menu, le paiement de certaines dépenses de 2024 sur le budget 2025, l'octroi de certains marchés, entre autres. Le coût global de ces dépenses est estimé à plus de 6 milliards de francs CFA. Reportage Kassim Diallo, Alou Bekone. La délégation spéciale de la mairie du district de Bamako s'engage à atteindre les objectifs fixés pour 2025. Pour ce faire, des réformes s'imposent, d'où la tenue de cette première session ordinaire 2025.
La rencontre permettra à la délégation spéciale de se mettre à jour et de faire face au projet de développement de l'année. La présente session est consacrée à l'examen des points suivants. Autorisation de paiement de certains contrats de 2024 sur l'exercice budgétaire 2025. Contrat de fourniture et de pose de panneaux photovoltaïques. Réhabilitation de 30 carrefours équipés de feux tricolores. Marché numéro 1621 DMP 2024. Construction du mur de clôture du dépôt de transit diesel de Dar Salam. Le désensablement et le nettoiement des différents axes principaux du district de Bamako. L'achat de matériel de soudure pour la DSUA, contrat numéro 1888. Octroi et répartition des subventions pour 2025. Modification du budget primitif. Une dépense de plus de 6 milliards de francs CFA non soldée en 2024 va être prise en compte dans l'exercice budgétaire de 2025. Nous allons examiner les différentes subventions que la délégation spéciale pourrait accorder au titre de l'exercice budgétaire 2025 aux organismes sociaux professionnels de Bamako pour la prise en charge des natures de dépenses des établissements d'enseignement secondaire général, technique et professionnel du district de Bamako. Ces dépenses s'élèvent à 6 milliards 640 millions 572 310 francs CFA, n'étaient pas prises en compte dans le budget primitif de 2025. À l'issue de cette première session ordinaire de 2025 qui a regroupé les administrateurs de la mairie du district, des syndicalistes, des auditeurs ainsi que les membres de la délégation spéciale, une feuille de route sera dégagée pour les activités de 2025. La session prendra en compte aussi les préoccupations des agents de la mairie du district de Bamako. Dans le cadre du suivi des accords tripartites, des comités régionaux seront prochainement installés à Bandiagara. Cette initiative portée par le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés vise à renforcer la gestion des mouvements de population et à assurer un meilleur suivi du processus de rapatriement. C'est dans ce cadre que les différents acteurs se sont retrouvés autour du gouverneur de la région. On en sait plus avec Agibou Koulibaly. Après plusieurs réunions du groupe technique de travail à Bamako, une stratégie de rédaction des termes de référence et d'attribution des membres de comités régionaux a été élaborée. L'objectif est de décentraliser les missions du groupe technique de travail afin de garantir une meilleure mise en œuvre des accords tripartites. C'est dans ce cadre qu'une rencontre d'installation, de formation et d'opérationnalisation des comités de suivi a été organisée dans la région de Bandiagara sous l'initiative du HCR. Présidée par le gouverneur de la région, la cérémonie a réuni élus locaux, services techniques et ONG. Le coordinateur national du rapatriement a expliqué le contexte et le fonctionnement des comités. Il a insisté sur leur rôle crucial dans la gestion des flux migratoires et le suivi des engagements pris dans le cadre des accords tripartites. La mise en place de ce comité fait suite à des recommandations, mais aussi c'est aussi une volonté de plusieurs autorités de faire tout pour que les différents engagements qui sont pris dans les accords tripartites soient une réalité. C'est-à-dire que nous puissions mettre au niveau des régions des comités qui seront outillés. Le chef de l'exécutif régional a salué cette initiative qui, selon lui, permettra d'assurer une meilleure coordination des actions en faveur des populations déplacées et rapatriées. Il a exhorté l'ensemble des acteurs impliqués à s'engager pleinement pour garantir l'efficacité de ces comités. Avec la crise multidimensionnelle, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés soutient les autorités maliennes à travers la Coordination nationale du rapatriement, CNR, dans l'identification et l'opérationnalisation des 28 points d'enregistrement des rapatriés dans les régions de Ségou, Dioula, Koulikoro, Bandiagara, Douanza, Mopti, Tombouctou, Gao, Menaka, Kidal et le district de Bamako. L'objectif général est de décentraliser les missions du groupe de travail technique dans les régions
pour un meilleur suivi des accords tripartites. Avec l'installation prochaine de ce comité, la région de Badiangara franchit une étape importante dans la gestion des mouvements de population. Cette initiative marque une avancée significative dans la mise en œuvre des accords tripartites, tout en renforçant l'implication des acteurs locaux dans le processus de rapatriement et de stabilisation. Fin à Ségou du forum intitulé Pratique en agroécologie paysanne. Ce forum initié par le réseau Wassa Mali et ses partenaires a regroupé les acteurs de la société civile mais aussi de plusieurs autres pays africains. Durant ces journées, plusieurs approches ont été proposées comme solution locale à des défis qui s'opposent à notre agriculture. Les détails avec Kandesila et Bakary Traoré. La transition agroécologique pour une agriculture durable, c'est l'objectif essentiel du forum Pratique en agroécologie paysanne. Forum initié par le réseau Wassa Mali et ses partenaires et qui regroupe les acteurs de la société civile du Mali, mais aussi du Niger, du Burkina Faso, de la Côte d'Ivoire, du Sénégal, du Togo et du Cameroun. Le thème est sauvegarde et valorisation des semences paysannes et races animales, un engagement commun pour la souveraineté alimentaire. Si nous ne produisons pas nos semences, si nous ne promettons pas nos savoirs, je pense qu'on va finir par l'extinction et suivre l'autre. Et nous sommes dans un contexte de souveraineté alimentaire. Et il est important que les paysans se réapproprient eux-mêmes leurs problèmes, parler de leurs difficultés et trouver des solutions à leurs différentes localités. Cette troisième édition qui a donné le ton par un atelier de lancement s'est poursuivie avec une journée pratique autour des thématiques majeures sur des démonstrations de solutions à la santé et à la nutrition des animaux et volailles, le traitement des plantes, le compostage ou le recyclage et le traitement des déchets à partir des latrines chaises, entre autres. Les méthodes qui ont été exposées, nous avons pu constater que les matériaux locaux ont été utilisés non seulement pour l'amendement des sols, mais aussi pour la lutte phytosanitaire et à moindre coût. Tout ce que nous allons chercher à l'extérieur, nous l'avons à côté de nous ici. Nous l'avons dans notre terroir, nous l'avons dans notre culture, nous l'avons dans nos us et coutumes. Il suffit seulement de s'y mettre et de croire. Les journées ont pris fin par la remise des attestations aux participants et à des personnes qui se sont distinguées dans l'accompagnement du secteur rural. La cérémonie consacrée au lancement officiel du livre intitulé AMSS, Histoire d'une organisation au service des plus défavorisés, a eu lieu ce samedi 15 février à Bamako. Un ouvrage qui retrace les activités réalisées en faveur des personnes défavorisées. Un combat que l'association malienne pour la survie au Sahel mène depuis 1991. Youssouf Diakité, Barakou Maïga. Le livre intitulé AMSS, Histoire d'une organisation au service des plus défavorisés, est une œuvre autobiographique qui retrace le parcours de l'auteur au service du développement socio-économique du Mali en particulier, avec au centre des activités humanitaires en faveur des couches défavorisées. Bien plus qu'un simple récit, ce livre constitue un vibrant témoignage de l'histoire, de l'engagement et de la résilience collective qui anime l'AMSS depuis sa création en 1991 jusqu'à aujourd'hui. À travers ses actions concrètes, ses nombreuses réussites et la confiance des partenaires communautaires techniques et financiers. Le préfacier du livre est un homme d'une grande capacité intellectuelle et d'une réputation internationale au service du développement durable et de l'humanitaire. Il est le président du Forum des organisations internationales au Mali. À travers ces pages, nous plongeons dans l'histoire d'une structure profondément ancrée dans les réalités du terrain qui a su répondre aux crises humanitaires avec efficacité et résilience, tout en construisant des bases solides pour le développement. L'AMSS incarne aujourd'hui ce que la localisation peut et doit être. Une mobilisation des compétences et des ressources locales pour apporter des solutions durables. Elle nous rappelle que la force du changement réside dans les communautés elles-mêmes, lorsque celles-ci sont soutenues et accompagnées avec respect et engagement.
L'auteur du livre, connu pour sa détermination et son engagement à faire face aux défis liés à l'humanitaire, dédie le livre à MSS, histoire d'une organisation au service des plus défavorisés, au développement socio-économique du Mali en particulier. Quand l'idée de ce livre a germé, je savais qu'il serait difficile de capturer l'ampleur de ce que représente l'Association malienne pour la survie au Sahel, AMSS, née dans l'urgence le 12 juillet 1991 à Bamako, grâce aux efforts du service Quaker, American Friends Service Committee, et façonnée par les crises humanitaires dévastatrices, mais guidée par une vision profondément humaine et pérenne. L'Association malienne pour la survie au Sahel promeut et soutient les solutions durables aux problèmes des personnes vulnérables, et ce depuis 1991. Et direction Niamey, parmi les 5 sous-commissions mises en place pour les assises nationales du Niger figurent celles sur la paix, la sécurité, la réconciliation nationale et la cohésion sociale. Les membres de cette sous-commission sont chargés de recueillir les préoccupations et les propositions de solutions des participants à une rencontre initiée pour la circonstance. Mohamed Kaintao est notre envoyé spécial à Niamey. Paix, sécurité, réconciliation nationale et cohésion sociale est l'une des 5 sous-commissions des Assises nationales pour la refondation du Niger. Le général à la retraite Gabriel Poudjougou y travaille en qualité d'expert chargé des questions militaires. Son appui est donc considérable vu l'effort des autorités militaires du Burkina et du Mali dans la gestion de la crise nigérienne. J'ai l'impression d'être dans une salle à Bamako parce que c'est les mêmes expressions, c'est les mêmes mots, c'est les mêmes problèmes, c'est les mêmes préoccupations. Tout ça montre que vraiment nos dirigeants, nos présidents ont eu vraiment une idée géniale de créer l'AES. Parce que nous avons les mêmes problèmes. Donc si nous mutualisons nos efforts pour faire face à l'adversité, c'est sûr que nous allons réussir. Ce n'est pas suffisant d'avoir la paix chez soi seul. Nous avons compris, lorsque le Niger a été confronté à un problème, il a fallu l'intervention du Burkina et du Mali pour qu'on puisse sortir de cette situation. N'eût été l'intervention du Mali et du Burkina, peut-être que notre pays allait sombrer. Outre les forces de défense et de sécurité nigériennes, ainsi que les chefs traditionnels, cette rencontre regroupe d'autres représentants de la société civile et le monde universitaire. Aujourd'hui, nous n'avons besoin que de la paix et de la sécurité. Et c'est une thématique assez importante qu'aujourd'hui, le Niger, nous devrons nous mobiliser. Et cela ne devrait être fait que si nous arrivons vraiment à accompagner nos FDS dans leur combat quotidien pour la reconquête du territoire. D'autres sujets ont été invités dans les débats. Il s'agit de la charte de la transition qui est censée définir la durée et les institutions de la transition. Il y a une espèce de similitude avec les pays membres de l'AES. Ils ont peut-être connu les événements avant nous, avant le Niger, mais dans tous les cas, le processus est le même. Ce que nous sommes en train de débattre, c'est pour permettre non seulement d'asseoir une paix durable, une stabilité durable pour nos États et adopter une charte de la transition qui va déterminer la durée de la transition, qui va déterminer les différentes institutions et qui vont permettre également de régler un certain nombre de problèmes qui sont préalables aux prochaines élections. Sans langue de bois, les participants ont exprimé leurs préoccupations et proposé des solutions en relation avec la paix, la sécurité, la réconciliation nationale et la cohésion sociale. Toutes choses qui permettent d'amener la quiétude dans le pays, de mettre fin aux querelles intestines et d'apporter une paix durable tant recherchée par le peuple nigérien.
Au Faso, le chef du gouvernement burkinabé a procédé ce matin au nom du chef de l'État à l'inauguration de l'hôtel Azalaï Ouagadougou, l'ancien hôtel Azalaï Indépendance, un complexe hôtelier qui vient rehausser l'éclat de l'industrie hôtelière au Burkina Faso. Daouda Ouattara et Moussaki. Voici le nouveau visage de l'hôtel Azalaï Ouagadougou, autrefois appelé hôtel Azalaï Indépendance. Inauguré ce jour par le chef du gouvernement Rim Talba Jean-Emmanuel Ouedraogo. C'est un complexe hôtelier réhabilité avec un mélange de tradition et de modernité qui traduit l'essor et la résilience de l'industrie hôtelière du Burkina Faso. L'inauguration de l'hôtel Azalaï Ouagadougou s'inscrit dans la vision stratégique du gouvernement qui place les secteurs de l'hôtellerie et du tourisme parmi les piliers du développement économique du Burkina Faso. Cet événement ne consacre pas seulement l'ouverture d'un établissement hôtelier de prestige. Il incarne également un symbole de résilience, d'ambition et de renouveau pour notre pays et pour le secteur du tourisme au Burkina Faso. L'histoire de cet hôtel est intimement liée à celle de notre nation. Construit dans la période de notre accession à l'indépendance, Azalaï Hôtel Ouagadougou a été le témoin de moments historiques majeurs. Il a accueilli des événements d'envergure, des chefs d'État, des diplomates, des investisseurs et de nombreux visiteurs venus découvrir le Burkina Faso. Pôle d'attraction des investisseurs, des décideurs et des voyageurs, l'hôtel Azalaï Ouagadougou offre 500 emplois directs et indirects. Le joyau se veut un renforcement de l'offre touristique et traduit toute la volonté conjuguée du gouvernement et ses partenaires de hisser le Burkina Faso au rang des destinations privilégiées dans le monde. Nous avons souhaité que cette rénovation ne soit pas qu'une simple reconstruction, mais une véritable réinvention. Un centre d'affaires aux standards internationaux, avec 11 salles de conférences et de réunions, totalement connectées. Le groupe Azalaï Hôtel a injecté 24 milliards de francs CFA dans la réhabilitation de l'hôtel Azalaï Ouagadougou. Créé en 1994, ce groupe se veut une entreprise africaine engagée dans le rayonnement de l'industrie hôtelière. Il est présent au Sénégal, au Mali, au Bénin, en Mauritanie, en Côte d'Ivoire et bien entendu au Burkina Faso. Nous vous l'annoncions au tout début de cette édition, une délégation ministérielle composée des ministres des Mines, de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille, ainsi que la ministre en charge de l'environnement est arrivée ce lundi à Kéniéba où est survenu samedi l'effondrement d'un site d'exploitation qui a fait 41 victimes, dont 40 femmes. La délégation a rencontré les représentants des 3 villages endeuillés pour leur présenter les condoléances de la nation et les a exhortés à respecter les normes dans le domaine de la recherche minière. Le point avec nos envoyés spéciaux Aridjou Matina et Aruna Diara. Les communautés endeuillées suite à l'effondrement d'un site aurifère dans la commune de Dabia, Cercle Kéniéba, ont reçu la visite d'une mission avec à la clé 3 ministres. La délégation s'est rendue tour à tour dans les 3 villages endeuillés que sont Blalisanto, Blalikoto et Talato. Le bilan officiel est de 41 victimes, dont 40 femmes. Cette visite a été instruite par le président de la transition pour que nous venions présenter les condoléances aux familles des victimes et aussi souhaiter un propre rétablissement aux blessés, mais aussi présenter nos compassions à l'ensemble des communautés qui ont été touchées. Mais la visite a aussi pour objectif de venir nous rendre compte de la situation sur le site du drame. Et c'est ainsi que nous avons visité les villages qui ont été endeuillés. Nous avons rencontré les communautés.
La zone d'exploitation en question où se produit le drame à Blalikoto est un site exploité illégalement et dont les conditions sécuritaires ne sont pas assurées. Et malheureusement, les femmes à la recherche du résidu des minerais le samedi 15 février, tôt le matin vers 5 heures du matin, ont péri de l'effondrement. Regardez la fissure là-bas. Il y a des personnes qui travaillent là-haut et quand eux, ils sont prêts à rentrer, ils prennent le tapis, ils secouent le tapis pour laisser descendre les derniers minerais qui n'est pas assez riche en or. Et c'est ce que les femmes recherchent. Pendant que les femmes étaient en train de récupérer ces minerais-là, en dessous de cette construction que vous voyez, alors il y a eu un éboulement. Et regardez là-bas, il y a une fissure. Voilà, s'il y a des gens là-haut et qui travaillent, s'il y a des gens en bas, d'un coup, avec l'humidité du sol, eh bien, il y aura un éboulement. C'est ce qui a provoqué le drame, parce que les femmes s'est précipitées pour ramasser. Qui peut mieux ramasser? Nous avons observé justement cette grande excavation qui sert donc de carrière pour l'extraction du minerai et aussi un autre endroit où la boue est rejetée. Et c'est à cet endroit justement que se trouvaient les femmes qui récupéraient donc les résidus pour les laver. Et donc le drame est survenu pendant qu'elles étaient en train de récupérer la boue pour le lavage. Et donc nous avons aussi pris langue avec les différents responsables pour essayer de comprendre les raisons de la présence donc des exploitants illégaux sur le site. L'exploitation illégale, outre des pertes en vie humaine, engendre également d'autres conséquences comme la dégradation de l'environnement. On doit se donner la main pour préserver, en tout cas pour protéger les travailleurs qui sont dans les sites aujourd'hui, qui sont la plupart des femmes et des jeunes. Donc on doit les protéger et aussi préserver notre environnement. Et les excavations là, c'est sûr que ça dégrade les terres. Les plantes aussi, les arbres sont complètement détruits ici. C'est vraiment aussi triste de me rendre compte que cette activité est majoritairement pratiquée aussi par les femmes qui pratiquent cette activité pour subvenir à leurs besoins. Donc, suite à ça, je pense qu'avec les différents acteurs qui sont concernés pour ce problème-là, nous allons mener des réflexions pour voir quelle stratégie développer afin d'éviter ce genre de situation. L'exploitation illégale devenue récurrente avec ses nombreuses conséquences, occasion pour le ministre des Mines de rassurer que l'État jouera sa partition afin d'assainir le secteur. Le président de la transition a manifesté sa solidarité en donnant 1 million de francs CFA aux 3 villages endeuillés pour les autres cérémonies de sacrifice. Et ce communiqué parvenu à notre rédaction, la Confédération nationale des sociétés coopératives des orpailleurs du Mali a été de nouveau endeuillée par la mort de 43 personnes. Bilan provisoire suite à un éboulement de terrain dans la localité de Dabia, cercle de Kéniéba. La Confédération nationale des sociétés coopératives des orpailleurs du Mali soutient les efforts du gouvernement allant dans le sens de l'arrêt immédiat d'exploitation illégale de l'or et appelle au démantèlement total des réseaux illégaux et de ces installations à gros risque sur toute l'étendue du territoire national. La Confédération nationale des sociétés coopératives des orpailleurs du Mali prie pour le repos de l'âme des disparus. Les responsables de la société civile du Mali réagissent suite à l'annonce des taxations sur les opérations téléphoniques et monnaie mobile. Ils avaient eu une réunion d'information avec le ministère de l'économie et des finances en amont concernant cette question. La société civile du Mali se dit prêt pour le prélèvement des taxes, mais avec des conditions. Pour plus de détails, suivons la deuxième vice-présidente de la société civile du Mali, Bari Aminata Diallo. Elle est au micro de Kassim Diallo. Par rapport aux taxes sur les opérations de télécommunications et les transferts monétaires via Orange, via Malitel, donc mobile, les transferts via les téléphones mobiles, puisque la crise énergétique perdure
et que les conséquences sont là non seulement sur l'économie mais sur les communautés en matière de santé. Vous savez qu'au niveau des dispensaires, au niveau des hôpitaux, les malades souffrent parce que l'énergie n'est pas permanente. Et aussi au niveau de l'éducation, au niveau des familles. Donc partout, il y a l'impact sur les communautés, l'économie, le social, le culturel, on le sent partout. Et même sur la politique, parce que quand on parle d'élection, il faut qu'on arrive à travailler convenablement sur les fiches. Donc quand il n'y a pas d'électricité, ce travail est impossible. Nous avons quand même dit il est possible de le faire, parce que nous sommes des citoyens maliens. Et aujourd'hui, nous savons ce qui se passe dans le pays. Ce que le gouvernement est en train de faire, nous le savons, pour que la sécurité revienne. Nous pensons que la crise énergétique, si c'est résolu, ça peut résoudre beaucoup de choses. Parce que quand il y a la lumière, d'abord, ça peut diminuer le banditisme. Quand il y a le courant, le commerce au niveau local peut se développer, surtout au niveau informel. Quand il y a l'électricité, il y a les entreprises aussi qui vont tourner. Dans nos pays voisins, ils ont fait la même chose. On dit que comparer n'est pas raison, mais nous sommes tous dans la crise. Et nous savons que cette crise aussi, ce n'est que nous, notre engagement, qui peut aider le gouvernement à surmonter cette crise. Donc, c'est pour dire que les citoyens sont engagés, mais il faut que le gouvernement aussi fasse des efforts pour que les citoyens soient beaucoup plus à l'aise dans leurs conditions de vie, en termes de santé, en termes d'aliments, en termes de cohésion, tout cela, à tous les niveaux, il faut le sacrifice. Et si on est en guerre, la guerre, nous sommes tous des soldats, nous devons nous sacrifier. Et nous, communautés, on a accepté de nous sacrifier. On continue de se sacrifier. Sinon, le fait même de faire ce prélèvement, nous pensons que c'est une action citoyenne et nous sommes d'accord. Et on avait même fait des termes de référence avec toutes les associations de consommateurs qui étaient là. Et j'avais envoyé aussi la liste, je l'ai partagée avec ceux qui ont demandé la liste des associations de consommateurs qui étaient là. Parce que nous, en tant que grande fêtière, nous ne devons pas aussitôt prendre la parole, nous devons accompagner les autres associations. Mais ce qu'on a, sur les points sur lesquels nous étions d'accord, c'était ces points. Et pour terminer dans Focus Santé, nous allons ce soir à la découverte des maladies dites rares. Au Mali, quelques 2000 personnes sont soupçonnées d'avoir ces maladies. Notre équipe de reportage, dirigée par Koumba Sissé, est allée à la rencontre de 3 jeunes qui souffrent de ces pathologies. Suivons. Oumou Diallo, Adama Goïta et Moustapha Fofana, voilà des jeunes qui souffrent tous des maladies dites rares. La première patiente est âgée de 16 ans. Elle est tombée malade depuis qu'elle avait 2 ans. Oumou est secouée par des crises épileptiques. La maladie a même impacté sa vision. Je fais des crises et je tombe. Je vous prie d'aider ma grand-mère à me soigner. Nous avons commencé par le traitement traditionnel et celui du paludisme, mais en vain. Finalement, au point G, les médecins ont dit qu'elle souffre d'épilepsie. Concernant sa vision, quand elle était en 2e année, c'est son maître d'école qui nous a signalé qu'elle ne voyait pas bien. Nous avons été à l'IOTA. Elle porte des verres correcteurs. Malgré tout, le problème persiste. Les 2 parents doivent être porteurs du gène défectueux pour que l'enfant ait la maladie. Donc, il se trouve que Oumou est issu des mariages consanguins. On a vu sa grande sœur qui est porteur du trait aussi. Notre deuxième patient, unique garçon de sa famille, du nom de Moustapha, a une 30aine d'années. Il fait aussi des crises épileptiques à répétition. C'est pourquoi il est tout le temps blessé. Moustapha a un problème de locution, de croissance et psychiatrique.
La maladie de Mustapha a commencé quand nous étions couchés. Il s'est levé et a commencé à faire des convulsions. Il fait tout le temps des crises. On pensait qu'il souffrait du paludisme, mais les médecins ont dit que sa maladie est dans le cerveau. Depuis que nous avons commencé les traitements, les crises ont diminué. Le résultat préliminaire, on a vu que Mustapha souffrait d'un syndrome extrêmement rare dans le sens où ça a été décrit chez moins de 30 personnes dans le monde entier. Donc, on appelle ça le syndrome d'Al-Azami. C'est aussi un syndrome neurodéveloppemental comme pour Oumou, qui se manifeste par des épilepsies, des retards de développement, une déficience intellectuelle, des difficultés à acquérir la parole, parfois même des difficultés à marcher, mais dans le cas de Mustapha, il marche. Et il y a aussi la petite taille, c'est un peu similaire à ce que Oumou a, sauf que c'est un gène différent cette fois-ci. Et là aussi, il faut que les deux parents soient porteurs du trait de la maladie pour que l'enfant manifeste la maladie. Si les deux patients ont tous des problèmes neurologiques, Adama Goïta, quant à lui, souffre d'une anomalie qui affecte ses muscles. À 21 ans aujourd'hui, la maladie a joué sur sa mobilité. Étant assis, je ne peux pas me lever tout seul sans m'appuyer sur quelque chose. Je marche sur la pointe des pieds. Je suis tout le temps déséquilibré et je tombe facilement, surtout devant mes camarades. C'est pourquoi je sors rarement. M. Goïta nous a été adressé lui aussi pour des difficultés à la marche. Et quand on l'a vu, on l'a examiné, on a conclu à une myopathie, une maladie des muscles squelettiques. Donc cette maladie se manifeste à tout âge. Dans le cas de Goïta, la maladie a commencé à se manifester relativement tard. C'est dans l'adolescence, à la fin de l'adolescence, qu'il a commencé à avoir les premiers signes. Donc progressivement, il y a eu une faiblesse au niveau des muscles qui contrôlent les mouvements des bras. Ici, le mouvement des jambes, plutôt de la cuisse jusqu'aux jambes à partir de la ceinture. Donc ce sont ces muscles, les principaux groupes musculaires qui sont atteints par la maladie, entraînant une faiblesse, des difficultés à la marche, des chutes fréquentes, des difficultés à monter les escaliers. Ça peut même aller à des difficultés à porter des objets. Ça peut affecter la qualité de vie de la personne. Seulement l'analyse génétique nous permet d'aller dire précisément voici le type de myopathie que M. Goïta a. À ce jour, on n'a pas encore le résultat génétique. On a envoyé les échantillons pour séquençage et on attend. L'équipe de recherche sur les pathologies génétiques, en collaboration avec l'Association des maladies rares au Mali, accompagne ces patients dans leur prise en charge. Bon, ce que nous faisons dans le cadre même de notre programme de recherche à ce stade, ce que nous pouvons faire chez les patients, c'est leur faciliter l'accès à certains médicaments dont ils ont besoin au quotidien et leur permettre d'avoir accès à un médecin spécialisé. C'est le traitement à vie, le surveiller et surveiller l'évolution de la maladie. Derrière ces maladies rares se cache l'inconvénient des mariages consanguins, c'est-à-dire le mariage entre deux personnes biologiquement apparentées. Donc, pour éviter que les enfants ne souffrent de ces maladies rares, les parents doivent faire le bilan pré-mariage pour savoir s'ils sont compatibles ou pas. Prompt rétablissement, et c'est ce qui met fin à cette édition. Merci de nous avoir suivis. Bonsoir. Nous laissons derrière nous tout ce que nous avons de plus cher. Enfants, épouses,